Et le fait d'avoir, dans un premier temps, pondéré les différentes fonctions qui existent au sein de l'entreprise, et d'un autre côté, d'avoir été informé de ce que faisait le marché, il est alors possible de définir, si vous voulez, des catégories de rémunération en fonction du poids. Et donc, par exemple, ici, donc les chiffres sont totalement indicatifs, enfin, ce n'est pas issu de la réalité. Hein, mais donc, on pourrait dire, par exemple, dans toutes les fonctions qui ont un poids entre 1 et 3, devraient avoir un salaire mensuel fixe en brut entre 2100 et 2400 euros. Et donc, ce qui permet, vous voyez ainsi, donc, de définir un salaire en principe applicable aux différentes personnes à qui on associe un poste, et ce poste étant repris dans une catégorie particulière. C'est aussi une manière d'identifier des situations individuelles qui sont, entre guillemets, anormales et de comprendre pourquoi ces situations sont présentes et éventuellement de trouver alors une solution. Et donc à ce stade, nous avons mené toute une réflexion pour définir une politique de rémunération au sein de l'entreprise et ensuite de pouvoir communiquer cette politique de rémunération aux membres du personnel. Bon, bien entendu, en pratique, donc le niveau d'information qui sera donné dépendra de la philosophie en termes de rémunération qui est applicable au sein de l'organisation. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'avoir une réflexion sur ce qu'on vient de faire et de voir quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir créé cette politique de rémunération. Bon, il est temps maintenant de comparer les avantages et les inconvénients de la logique de mise en place d'une politique de rémunération telle que nous l'avons définie dans les slides précédents. Alors, bien évidemment, le fait d'avoir défini des critères uniformes à travers toute l'organisation pour ensuite pondérer sur base de ces critères uniformes l'ensemble des fonctions dans l'entreprise nous permet d'avoir une uniformisation de notre politique salariale. Et aussi donc de rendre cette politique salariale plus transparente. Cette transparence sera de fait l'occasion d'améliorer la communication de la politique salariale et donc d'avoir une meilleure adhésion de cette politique. Bien entendu, on aura aussi à cette occasion donc pu clarifier le contenu des différentes fonctions dans l'entreprise et donc avoir des descriptifs de postes qui sont peut-être mieux détaillés que précédemment. L'inconvénient, c'est que une telle mise en place nécessite des ressources. Et donc, une petite entreprise avec une équipe de ressources humaines très limitée n'aura peut-être pas les ressources internes qui sont nécessaires pour pouvoir développer une telle politique. Et peut-être un inconvénient de la mise en place d'une politique, c'est que à partir du moment où on définit des tranches minimales et maximales de salaire par poids de fonction, eh bien, il devient de plus en plus difficile de créer des exceptions puisqu'on va sortir du cadre de la politique. Et si on met des règles en place, ce n'est évidemment pas pour créer des exceptions, car si on crée trop d'exceptions à la règle,
on finit par ne plus avoir de règles, et c'est un peu le revers de la médaille. Si l'on veut une règle, on perd en flexibilité. Jusqu'à présent, nous avons construit une logique qui nous permet de fixer la partie fixe des rémunérations, donc partie fixe par opposition à la partie variable. Mais donc évidemment, toutes les interrogations suscitées par la construction d'une politique de rémunération adaptée au volet fixe des rémunérations vont également survenir, apparaître lorsque l'on va s'intéresser à la définition d'une politique pour la partie variable des rémunérations. Et à nouveau, donc le point sensible, le point difficile, c'est d'être en mesure d'avoir des éléments qui permettent de quantifier, donc de dire combien attribuer pour la partie variable, en sachant que cette partie variable, elle peut être fixée sur base de critères individuels, mais aussi de critères collectifs. Et donc c'est le point sur lequel on va revenir dans le slide suivant. La partie variable de la rémunération va dépendre de facteurs qui sont liés à la performance individuelle, cela va de soi, mais qui sont aussi liés à la performance collective. Bon, pourquoi la performance collective ? Parce que une des raisons assez triviales à nouveau, qui est si la société est en grande difficulté financière, c'est peut-être pas un principe de bonne gestion que d'attribuer des bonus alors qu'elle est elle-même en situation difficile. En revanche, quand l'entreprise fait des résultats exceptionnels, c'est peut-être aussi dans la même logique, assez évident dès lors qu'il y ait un accroissement des bonus qui soient distribués donc aux salariés. Il y a une question commune qui va survenir et qui est tant relative à la performance individuelle qu'à la performance collective, qui est celle de la mesure, c'est-à-dire qu'il faut quantifier les performances. Au niveau collectif, quantifier la performance collective est en général assez simple. Pourquoi ? Parce que la comptabilité de l'entreprise va nous donner des indicateurs de la performance. Donc la performance est de facto déjà quantifiée, traduite par des quantités dans la comptabilité. Au niveau individuel, il est plus difficile de mesurer la performance. Il faudra donc ici éventuellement, même quasi sûrement, établir des critères propres à chaque fonction. Alors, pour les commerciaux, c'est sans doute là où c'est le plus facile à mesurer. Pourquoi ? Parce que les commerciaux sont, par exemple, tenus de réaliser un certain niveau de vente et que donc, quantifier l'activité des commerciaux est peut-être plus simple et certainement plus simple que de quantifier l'activité du responsable juridique. Même si pour le responsable du juridique, c'est évidemment bien entendu possible de trouver des critères, comme par exemple, s'il y a des litiges en justice, c'est le fait d'avoir remporté les litiges, mais c'est évidemment aussi le fait d'avoir évité des litiges. Donc le fait qu'il y ait une absence de litige est un indicateur que le département juridique, en fait, s'est couvert dans la rédaction de ces contrats pour éviter ces litiges. C'est que les contrats sont suffisamment bien rédigés pour éviter la contrepartie de
traîner la société devant la justice. Et donc, on le voit ici qu'au niveau de la performance individuelle, on va devoir définir des critères qui vont dépendre de chaque poste ou de quasi chaque poste. Et donc, ça nécessite une bonne connaissance des activités qui sont exercées par chacun dans l'entreprise pour définir des critères qui sont pertinents. Et donc, comme le maître mot ici, c'est la mesure et donc la quantification, une démarche qui peut être abordée par l'entreprise, c'est dire, vous avez un certain nombre d'objectifs à réaliser, et si vous réalisez ces objectifs, vous avez par exemple un bonus de X milliers d'euros. Vous avez par exemple 8 000 € de bonus. Mais si vous ne remplissez pas l'intégralité des objectifs fixés, alors vous n'aurez qu'un pourcentage du bonus que l'on a prévu, donc au cas où 100% des objectifs seraient réalisés. Et donc ça permet ainsi donc aux salariés donc d'avoir une vision relativement claire et transparente à nouveau de la politique salariale qui est mise en place par l'entreprise. Et on peut avoir différents niveaux entre guillemets d'agressivité au niveau de ces bonus, et ça c'est ce qui va transparaître dans le slide suivant.